Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de l'ordonnancement dans le cas du système d'exploitation Linux. Donc, on va parler de vieilles versions du noyau. Donc, c'est sûr que c'est pas les dernières informations, mais ça va vous permettre de comprendre comment Linux fonctionne. Donc, ici, on va parler du noyau version 1.2 jusqu'à la version 2.2. Donc, lors de la version 1.2, Linux va utiliser un ordonnancement circulaire et une file circulaire de processus près. Par contre, dans la version 2.2, on a introduit l'idée de combiner différentes politiques. Donc, pour ce qui est de tous ces, tous ces termes de politique d'ordonnancement-là, je vous conseille vraiment de regarder les capsules sur les politiques d'ordonnancement avant de regarder cette vidéo-ci, puisque ça va vous permettre de comprendre en fait de quoi on parle. Donc, on combine différentes politiques dans un ordonnancement préemptif à fil multiple. Donc, on va utiliser comme base un ordonnancement à fil multiple, puis à l'intérieur de ça, on va utiliser plusieurs autres types d'ordonnancement pour trois différentes classes de processus. Donc, on va utiliser un FIFO en temps réel pour les tâches les plus prioritaires et préemptibles par les processus de la même classe, qui ont un niveau de priorité plus élevé. On va utiliser un tourniquet temps réel avec un quantum de temps qui est de 100 millisecondes par seconde et une priorité fixe sont associés à chaque processus de cette classe-là. Puis, pour la troisième classe, on a un processus en temps partagé avec un quantum de temps et deux priorités de base et aussi priorités dynamiques qui sont associées à chaque processus. Donc, les processus temps réel ont des priorités plus élevées que celles des processus en temps partagé. Donc, on donne priorité aux tâches en temps réel, ce qui fait parfaitement du sens quand on y pense. Donc, toujours dans Linux 2.2, on supporte des architectures multiprocesseurs symétriques avec une seule file d'attente qu'on va partager entre dans ce cas-ci, ces trois processeurs-là, entre tous les processeurs. Donc, l'avantage avec ça, c'est que ça permet une meilleure utilisation des processeurs et on voit que on peut répartir les tâches vraiment équitablement et vis-à-vis. Tous les processeurs ici sont alignés au même niveau, puis on fait juste partager toutes les tâches entre les trois processeurs. Les inconvénients, par contre, par rapport à ça, c'est que c'est pas vraiment un concept qui est scalable, parce qu'on doit toujours assurer un accès en exclusion mutuelle à cette file-là, étant donné qu'elle est partagée par plusieurs processeurs en même temps. Linux 2.6, on va voir en quoi ça change qu'on vient de voir à la page précédente. Donc, on implémente un ordonnancement préemptif avec des fils multiples. Puis, on va avoir 140 niveaux de priorité. Donc, on ordonnance les threads et pas les processus, bien important, avec différentes classes de threads. Donc, on va avoir les threads en temps réel, on va avoir les threads en temps partagé, puis ce qu'on avait justement sensiblement les mêmes classes qu'on a vues précédemment. Donc, les threads en temps réel ont des priorités fixes allant de 0 à 99, 99 étant les plus élevés. Les threads en temps partagé, donc les classes par défaut, en fait c'est la classe par défaut des threads, ont chacun une priorité statique qui est comprise entre 100 et 139 et une priorité dynamique. Donc, chaque thread en temps partagé a une valeur nice qui vaut 0 par défaut, mais qui peut être modifiée avec nice, entre parenthèses, la valeur. Puis, cette valeur-là est comprise entre -20 et 19. Donc, seul l'administrateur peut appeler cette fonction-là qui permet de modifier la valeur nice. Euh, donc, la priorité statique, ce que ça fait quand on va modifier la valeur nice, c'est que la priorité statique va devenir 120 plus la valeur qu'on va avoir assignée. Donc, maintenant, on va voir vraiment ce qui est arrivé lors de la version 2.6 comparé à ce qu'on a vu précédemment. Si on se souvient bien, version 2.2, on avait une file d'attente qui était distribuée entre entre tous les processeurs. Par contre, ici, avec la version 2.6, ça va être légèrement différent. Donc, l'ordonnanceur utilise une file d'attente run queue par processeur. Donc, on voit ici qu'on a une run queue pour le premier processeur, une autre pour le deuxième processeur, une troisième pour le troisième processeur. L'avantage avec ça, c'est que c'est plus scalable, euh, étant donné qu'on n'a pas de contention sur la run queue de chaque processeur, dans le sens qu'on a une file d'attente par processeur.
L'inconvénient, c'est qu'on a un risque de charge déséquilibré, donc il pourrait avoir un processeur qui ait plus de charge qu'un autre, donc un manque d'équité, ce qu'on avait par contre avec la solution précédente. C'est pour ça en fait qu'il va y avoir implémentation d'un load balancer qui, en fait, vous allez voir ça, euh, les load balancers en log 8371 et en log 3000. Pour les cours d'informatique, de génie informatique, je ne sais pas encore c'est quoi les cycles, mais en gros, ce que le load balancer va faire, c'est qu'il va rééquilibrer périodiquement la charge entre, entre les processeurs avec une migration possible entre les run queues. Donc, on va venir vraiment rééquilibrer la charge entre les trois processeurs. Donc, c'est très bien. Je pense que à partir de maintenant, avec les versions précédentes qu'on a vues, on voit que Linux a fait un gros progrès avec la version 2.6, mais on est peut-être toujours à la recherche d'un meilleur algorithme. Donc, toujours pour la version 2.6, chaque file d'attente est composée de deux tableaux. Donc, on va avoir les tâches actives, les tâches expirées. Donc, l'ordonnanceur sélectionne du tableau active le thread le plus prioritaire en tête de file. Donc, on va prendre celui qui est prêt, si on veut, qui est le plus prioritaire. Si le thread consomme son quantum, il va être déplacé vers le tableau expired. Puis lorsque le tableau active devient vide, l'ordonnanceur permet les pointeurs active et expired. Donc, ces tableaux-là vont venir s'interchanger. Donc, actif, on l'exécute. Dès que le quantum est terminé, on l'envoie dans expired. On reprend dans actif, dans le tableau actif, la tâche la plus prioritaire. Dès que le quantum se termine, on envoie ça dans expired. Un coup que le tableau actif devient vide, on permet les pointeurs de expiry et d'actif. Donc, le noyau va attribuer des quantas de variables selon les priorités des tâches. Donc, on voit ici que si la priorité statique est plus petite que 120, le quanta va être de 140 moins la priorité statique fois 20. Puis, si la priorité statique est plus grande ou égale à 120, le quanta va être de 140 moins la priorité statique fois 5. La priorité dynamique d'un thread va être calculée juste avant de déplacer vers le tableau expired. Donc, comme on a vu à la page précédente. Donc ici, on voit que la priorité dynamique va être le minimum entre 39 et le maximum entre 100, la priorité statique et le bonus. Donc, le bonus, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui varie entre 0 et 5 pour les threads qui consomment beaucoup de temps CPU. Pour les threads qui consomment beaucoup de temps CPU, oui. Donc, le bonus, par contre, va être élément entre -5 et 0 exclu pour les threads qui attendent beaucoup. Donc, le problème qu'on a avec ça, c'est que le bonus nécessite un calcul compliqué et ne favorise pas toujours les threads inactifs. OK, maintenant, on passe à la version 2.6.21. Donc, à partir de 2007, on voit que ça fait quand même vraiment longtemps. Euh, donc, on implémente un nouvel ordonnanceur appelé Completely Fair Scheduler, donc CFS pour les threads de la classe Schedule Other. CFS utilise des arbres binaires de recherche. Ça, si vous vous souvenez plus vraiment comment ça fonctionne, un arbre binaire de recherche, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube là-dessus. Sinon, pour ceux qui font aussi le cours INF 2010, vous allez le voir cette session. Donc, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, pour représenter des threads prêts. Donc, on a un arbre binaire de recherche par processeur. Chaque nœud d'un arbre correspond à un thread prêt et la clé du nœud est le temps pondéré que le thread a passé en exécution. Donc, ce temps-là va être désigné par Virtual Runtime, vRuntime, qu'on va voir. On va voir comment c'est calculé à la page suivante. Donc, CFS associe à chaque tâche une valeur nice, comme on a vu, de -20 à 19 et un poids. Donc, la valeur nice est considérée comme une sorte de priorité. Une tâche avec une valeur nice élevée a une priorité plus basse que celle qui a une valeur plus grande. Cette valeur est utilisée pour associer un poids à la tâche. Donc, on a un tableau qui va nous permettre d'utiliser nice pour trouver c'est quoi le poids. Donc, le tableau, on l'a juste ici. Donc, si la valeur nice d'une tâche est 0, son poids est de 1024. Donc, on va voir comment c'est fait. Donc, on voit ici à 0 qu'on a 1024. Si la valeur nice d'une tâche est de 10, son poids est de 110, comme on a juste ici.
Les tâches plus prioritaires ont des poids plus élevés. Donc, à quoi est-ce que ces poids-là servent? Donc, on voit qu'ils vont être utilisés dans le calcul de virtual runtime. Qui, en fait, si on se rappelle bien, euh, comme on avait juste ici, c'est le c'est justement la clé de l'arbre binaire de recherche qu'on utilise par processeur. Donc, virtual runtime, c'est égal à virtual runtime plus x. Donc, si un thread vient de consommer x nanosecondes de temps CPU, donc c'est le temps CPU en nanosecondes qu'un thread vient d'utiliser, divisé par justement la valeur qu'on trouve dans le tableau à l'aide de la valeur nice plus 20. Donc, virtual runtime croît moins vite pour les threads prioritaires. Virtual runtime d'un nouveau thread est minimum virtual runtime fois 1024 divisé par la valeur du tableau. Donc, CFS cherche à favoriser les threads qui ont été les moins servis en temps CPU et qui en même temps sont prioritaires. Donc, le poids des threads, en fait, ces poids-là servent aussi à déterminer le pourcentage de temps alloué à chaque thread. Donc, on utilise ça, on détermine ça en faisant le poids du thread divisé par la somme des poids des threads près. Ils servent donc à répartir équitablement le temps CPU entre les threads prêts. Supposons qu'on ait trois tâches, donc A, B, C, qui sont prêtes. Leurs valeurs de nice sont respectivement 0, 0 et 2. Les pourcentages de temps alloués aux tâches sont donc on a les calculs ici, A 35,7%, C 28,6% et B 35,7%. Les temps maximum alloués aux tâches sont donc les quantas. On a A pour A, on utilise justement le 35,7% qu'on a trouvé précédemment, fois la période qui est 4,28 millisecondes. B, même principe, 4,28 millisecondes et C, 3,43 millisecondes. Donc, où période est égale à 4 millisecondes fois le nombre étant le nombre de tâches prêtes. Donc, pour terminer avec le code Linux, donc le thread en cours d'exécution est préempté s'il y a un thread plus prioritaire qui devient prêt. Ou si le thread qui est en train de s'exécuter a consommé son quantum. S'il a consommé son quantum, on va voir qu'il va être qu'il va être déplacé dans le tableau expired. Le thread préempté est inséré dans l'arbre binaire de recherche après avoir mis à jour son virtual runtime. Puis plusieurs améliorations depuis concernent notamment les algorithmes de répartition de temps CPU, puis l'équilibrage de la charge, donc tout ce qui est load balancer. Donc c'est surtout ça, les améliorations qui ont été apportées depuis cette version-là. Donc j'espère que cette capsule-là vous a été utile, puis à la prochaine.